Bonjour et bienvenue sur Côté Ops. Aujourd'hui, on va parler des différents modèles d'infrastructure cloud. Alors, il en existe trois et l'un d'entre eux est très tendance en ce moment avec les IA et le développement no-code. Tu en as certainement entendu parler déjà, c'est le SaaS. Mais il faut que tu saches aussi qu'il existe deux autres modèles qui sont le IaaS et le PaaS. Alors, peut-être tu en as déjà entendu parler, ou même peut-être que tu bosses déjà en environnement cloud dans ces configurations, mais est-ce que tu saurais expliquer la différence entre ces trois modèles? Qu'est-ce que signifient ces acronymes? Qu'est-ce que cela implique dans notre vie d'ops? Et qu'est-ce qu'on pilote et qu'est-ce qu'on ne pilote plus? On va essayer de clarifier tout ça ensemble. Allez, let's go pour les modèles d'infra à 4 lettres. Donc un schéma valant 1000 mots, j'ai donc fait un petit schéma pour voir qu'est-ce qui change entre les différents modèles, les trois différents modèles. Alors pour commencer, j'ai mis in-house. Donc le in-house, c'est le modèle que l'on a quand on n'est pas dans le cloud. C'est-à-dire que c'est un modèle avec soit un hébergement local dans une entreprise qui a directement ses salles serveurs, ou alors ça peut être aussi dans un data center. Voilà, on place les serveurs à l'intérieur. Donc dans le in-house, bien sûr, on va gérer les applications. Ça ne change pas. On va gérer aussi tout ce qui est données, les data. Le runtime, c'est aussi directement les équipes techniques qui gèrent ça. La partie middleware, c'est aussi géré par les équipes techniques. Les OS, toutes les installations et tout ça, les choix des OS, comment les installer, c'est aussi chez nous. La virtualisation, sur quel ESX on va installer la VM, combien de ESX on va avoir besoin, est-ce qu'on va commander un nouvel ESX, tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait partie du boulot. Donc, les serveurs, en règle générale, puisque c'était souvent des. En fait, on avait affaire à des serveurs physiques, en plus des VM, via la virtualisation. On a aussi des serveurs physiques quand on est en in-house. Le stockage, donc tout ce qui est SAN, NAS, les serveurs de stockage, combien on va provisionner, tout ça, c'était donc pareil, géré par les équipes techniques. Et bien entendu, le réseau. Donc, ça ne parle pas de réseau juste. Voilà, c'est une adresse IP ou un truc. Non, on parle vraiment de l'installation complète du réseau. Donc de relier l'ensemble des serveurs au réseau interne de l'entreprise et aussi de régler tous les paramétrages pour aller vers l'extérieur. Donc vraiment l'ensemble du réseau de la boîte. Donc dans un modèle IaaS, donc on va voir que le périmètre est vachement réduit puisque on va continuer à gérer les applications, on va continuer à gérer la data, le runtime, le middleware et l'OS. Comment on explique ça? En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est que en passant dans le cloud, on va utiliser des infrastructures qui ne sont pas les nôtres. Donc, on s'occupe plus de savoir qui virtualise, où est-ce que c'est virtualisé, tout ça, on n'en a plus besoin puisque ce ne sont plus nos serveurs, ce sont des serveurs qui appartiennent à l'entreprise de cloud qu'on a choisie. Donc, stockage et réseau, pareil, toutes les installations, les serveurs, comment ils sont reliés, tout ça, c'est donc plus à la charge de cette entreprise dans laquelle vous serez ou dans laquelle vous êtes. Donc maintenant, ça, c'est délégué au cloud, à l'entreprise de cloud que vous avez choisie. Donc, le mode IaaS, il n'y a vraiment que la partie infrastructure qu'on a déléguée à l'opérateur de cloud qu'on a choisi. Après, il y a donc le modèle PaaS. Alors, le modèle PaaS, pour plateforme as a service, c'est voilà. Donc là, en plus de la partie infrastructure, on a aussi délégué la partie plateforme. Donc le runtime, on s'en occupe plus. Le middleware, on s'en occupe plus non plus. Et les OS, pareil, c'est pas un choix de notre côté. C'est plus nous qui nous en occupons. On ne gère plus que les applications et la data. Dans un modèle SaaS, qui est donc le modèle en vogue en ce moment, puisqu'on entend parler de ça partout, en fait, c'est pas compliqué. On gère plus rien au niveau infrastructure. La colonne est vide. Puisque les applications en elles-mêmes sont créées et maintenues par l'éditeur. Donc, on n'a plus à gérer non plus le déploiement. Et la partie data aussi est hébergée chez l'éditeur. Donc, voilà, on ne sait pas du tout où sont stockées les datas. Après, il peut y avoir des engagements, mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas nous qui gérons la partie data. On va juste faire de la configuration, de la gestion de droits, ce genre de choses, mais en aucun cas, après, on ne gère, au niveau infrastructure, je parle,
les données, ni les applications. Donc, les modèles à 4 lettres, qu'est-ce qu'ils signifient? Donc, sur les 3 grands modèles, donc le IaaS, l'infrastructure as a service, l'avantage, c'est que c'est hyper flexible, puisqu'on peut commander des VM comme on veut, on n'a pas besoin de se soucier, est-ce qu'on a l'infra ou pas? L'infra, elle est déjà là. Contrairement à un in-house, on était obligé parfois, on arrivait, voilà, on n'avait plus de serveur, il fallait recommander et attendre. Là, c'est hyper flexible. Par contre, en effet, l'inconvénient, c'est qu'on doit encore tout configurer et tout sécuriser. Sur un PaaS, donc la plateforme as a service, là, c'est des déploiements qui sont très rapides et il n'y a pas besoin d'admin système. Par contre, en effet, on perd un peu en termes de contrôle. C'est-à-dire qu'on délègue vraiment une grosse partie de la sécurité à la plateforme. Donc ça, c'est le choix de certaines entreprises. En fait, on va mettre certaines applis en passe, mais pas toutes. Ensuite, le SaaS. Alors, le SaaS, l'avantage, et je le comprends pour les entreprises, c'est qu'il n'y a plus aucun effort technique. On délègue tout. Donc, on signe des NDA avec des boîtes et derrière, on ne s'occupe pas du tout de toute la partie infrastructure. Elles peuvent se focus sur le business et non plus sur la partie IT. Ça peut se comprendre. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu dépends du fournisseur à 100%. Donc je voulais faire une petite métaphore un peu avec de la pizza pour faire un petit peu une image sur ce que ça représente les différentes infras. Donc par exemple, on va prendre une pizza dans le format in-house. Dans le modèle in-house, ça veut dire que là, tu vas devoir acheter tous les ingrédients, tu vas faire ta pâte, tu vas faire toi-même ta sauce tomate, tu vas faire ton assemblage, tu vas utiliser ton four et derrière, tu vas choisir la durée de cuisson. Tu es responsable de l'ensemble de la chaîne. Alors qu'en IaaS, tu cuisines toi-même, mais avec les ingrédients et le four du fournisseur. En PaaS, tu vas avoir directement l'ensemble qui va arriver. Tu vas juste avoir à assembler les différentes parts, la pâte et la préparation. Tout est déjà prêt. Et hop, tu vas le réchauffer dans le four. En SaaS, tu commandes ta pizza sur Uber Eats et elle arrive directement. Tu n'as plus qu'à la manger. Ce que ça va changer pour nous en tant qu'Ops, forcément, ça change pas mal de choses. En IaaS, ce qui va changer, c'est qu'on va continuer à faire de l'infrastructure. Par contre, on va tout faire avec des scripts et des interfaces, en fait, directement des consoles d'admin. Tout va se faire à distance. On n'aura plus besoin d'aller dans les salles serveurs ni rien du tout. Tout va se faire à distance. En PaaS, on va plus s'occuper du déploiement que de l'infrastructure. Donc on va plus s'occuper des applications en elles-mêmes que de l'infrastructure. Et en SaaS, on va juste surveiller l'usage et la conformité. Tout ce qui est gestion des droits et un peu des accès au niveau des data et tout ça, mais on ne fera plus du tout d'infrastructure dessus. Donc pourquoi c'est important de comprendre ces 3 modèles? Parce qu'en fait, c'est ce qui va définir ton périmètre d'action. Si tu démarres une mission et avec une partie des applications installées en IaaS, il va falloir que tu maîtrises la partie infrastructure cloud. Donc il te faut à minima une expérience en cloud, ou alors que tu aies un niveau de formation type Foundation, par exemple. Avec l'assertif, c'est mieux, mais même sans l'assertif, si déjà tu as fait les formations Foundation, que ce soit de Azure ou de Amazon, au moins que tu aies une Foundation, tu pourras être pris pour le poste. Ça va compenser le manque d'expérience. Bien sûr, l'idéal étant l'expérience. Si tu mets sur ton CV que tu as déjà fait 5 ans de travailler sur du cloud et qu'en plus c'est le même cloud que ce client-là, il recherche, forcément ça va aller plus vite. En disant que tu n'auras pas ce frein-là. Mais si tu n'en as pas, parce que quand même, ma cible en tout cas, c'est quand même des personnes qui n'ont pas forcément déjà travaillé en cloud. Donc du coup, au moins une petite formation Azure. Donc il y a plein d'organismes qui en proposent. Tu peux avoir des formations en plus avec le DIF. Donc le mieux c'est d'avoir une petite certification. Ça va te permettre de mettre ton petit badge directement du cloud sur ton CV. Ça fait toujours bien, ça fait toujours plaisir. Par contre, si dans une entreprise, tu vois qu'ils ont énormément d'applications en mode SaaS, il y a un autre bon côté à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être formé à toutes les applications. C'est pas possible. Ça veut dire on ne peut pas demander à quelqu'un de connaître, je sais pas, il doit y avoir des milliers d'applications SaaS. Par contre, très souvent, la logique est la même. Donc il suffit de travailler en mode SaaS déjà, donc à gérer de la conf et à gérer tout ce qui est conformité. Au final, ça ne sera pas un frein, parce que forcément, tu auras des personnes sur place qui seront là pour t'expliquer, et tu auras sûrement une équipe déjà en place, soit qui aura mis de la documentation, soit sinon, au moins qui sera disponible pour toi pour te former. On ne peut pas te lâcher comme ça directement sur une appli SaaS sans... on ne peut pas attendre de toi que tu sois formé sur toutes les applis SaaS. Donc, quelque part, ça peut être un plus, ça peut être un avantage. Il ne faut pas que ça te freine si tu ne connais pas cette application, puisque ça se trouve, la plupart des gens qui postulent pour la même offre ne connaissent pas non plus cette application. Donc, en gros, ça t'aide
à anticiper les compétences que tu vas devoir développer pour obtenir le poste et progresser aussi une fois que tu y vas y être. Si tu veux devenir en fait un vrai Ops Cloud Ready, c'est le genre de base à maîtriser. Vraiment important de maîtriser les différents modèles d'infrastructure cloud. Donc voilà, ça y est, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Alors, c'est vaste hein, comme sujet. En effet, j'aurais peut-être pu aller plus loin, moins loin. Bref, si derrière, ça t'a quand même permis d'apprendre des choses, si ça t'a permis voilà, d'en savoir un peu plus sur les différents modèles d'infrastructure, je t'invite à mettre un like. N'hésite pas à me suivre. Hein, je vais continuer à faire d'autres vidéos comme ça. Alors là, j'avais un peu de retard sur mes vidéos ces temps-ci parce que j'ai beaucoup d'activités au boulot, puis en plus il y a les vacances. Mais voilà, donc si tu as appris des choses aujourd'hui, j'espère, en tout cas, ça me fait plaisir, c'est l'objectif. Et puis on continue comme ça avec différentes informations qui peuvent être utiles pour passer du support jusqu'à l'ingénierie de prod, bien sûr avec les étapes comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. En tout cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire si jamais il y a quelque chose que tu veux savoir. Alors pour tout ce qui est lexique, ce que je me suis dit, c'est que comme j'emploie des termes qui sont peut-être un peu, parfois, voilà, moi je prends ça pour acquis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites vidéos de moins d'une minute où derrière j'ai expliqué les différents termes que j'emploie à l'intérieur de mes vidéos. On sait jamais, ça peut aider, comme ça si tu fais une recherche avec un mot que tu n'as pas compris, hop, directement tu auras une vidéo, moins d'une minute, comme ça tu perds pas ton temps, c'est rapide. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore quel thème je vais aborder. Si tu as des idées, si tu as envie que j'aborde un thème en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, à plus!